C-School, la radio qui chamboule. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de C-School, la radio qui chamboule. Cette émission va être très particulière car cette émission sera assez cérébrale. C'est en effet une émission spéciale qui tournera autour des livres. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 autrices. Anne-Gaëlle Balp du Prix des Incorruptibles, Marie-Aude Muraille et sa fille Constance Robert Muraille qui sont de passage à Singapour. Nous commencerons par la rubrique Actualité à l'IFS avec Solena. Bonjour Solena. Bonjour Nilam. Le Prix des Incorruptibles est une série de livres à destination des élèves de la maternelle au lycée. Ce prix est destiné à inciter les élèves à lire. Après avoir terminé la lecture, les élèves doivent voter pour leur livre préféré de la série des Incos. Cette année, les CM2 et les 6e ont lu 7 livres. Madame Che, la documentaliste, nous donne les résultats du vote. Le livre qui a remporté le plus de succès au niveau mondial est, roulement de tambour, L'herboriste de Haute-Forêt de Nathalie Summers. Je vais vous présenter brièvement ce livre. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ewen, qui vit seul avec sa mère dans la forêt. Un jour, sa mère se fait kidnapper par les soldats du duc. Grâce à ses compétences d'herboriste, Ewen va se servir des plantes aux vertus magiques pour retrouver sa mère. Sur son chemin, il affrontera des obstacles étonnants et rencontrera des personnages hors du commun. Ce livre est rempli de petites images, de plantes fantastiques ou de plantes vraiment bizarres. Une cérémonie a eu lieu le 16 juin avec tous les élèves de 6e et de CM2. Les élèves ont été récompensés pour leurs dessins. Comment vous appelez-vous? Paloma en 6e F, Anna en 6e J, Samuel 6D, Martin 6H, Camilla 6e B, Eleana 6A. Quel est le livre que vous avez le plus aimé et pourquoi? La dernière fausse note parce que c'était bien écrit. Projet Indigo parce qu'il y avait beaucoup de suspense. Comment devenir écrivain parce que j'ai bien aimé, je sais pas toi un peu. Projet Indigo parce que j'aime bien l'histoire. Projet Indigo parce que j'aimais bien l'histoire aussi. Alerte Tempête parce que j'ai bien aimé l'histoire. Quel livre avez-vous le moins aimé et pourquoi? L'herboriste de Haute-Forêt. Parce que j'ai pas vraiment aimé l'histoire et c'était trop long. La dernière fausse note parce que j'aime pas vraiment les histoires tristes. Alerte Tempête parce que j'ai pas aimé l'histoire. Tumé parce que ça parle de gymnastique et j'aime pas trop ça. La dernière fausse note parce que c'était triste. Tumé, la gymnastique, j'aime pas ça. Merci aux élèves de nous avoir répondu à toutes ces questions. Merci à Solena de nous avoir présenté ce fameux Prix des Incorruptibles. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Anne-Gaëlle Balp, la fameuse écrivaine du livre « Comment je vais devenir écrivain, si tout va bien », qui va nous présenter le métier d'écrivain. Vous savez ce métier où vous écrivez des livres? Nous attaquons l'interview d'Anne-Gaëlle Balp avec Louis et Alix. Bonjour Anne-Gaëlle Balp, bienvenue à l'IFS. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre web radio. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors je m'appelle Anne-Gaëlle Balp, je suis écrivaine, j'ai écrit beaucoup de livres pour enfants, des albums illustrés pour les plus petits jusqu'aux romans et même aux romans pour les adolescents et grands adolescents. Et mon premier livre est paru en 2011. Vous êtes une écrivaine. Est-ce que votre métier est à plein temps? Oui, depuis 2013, donc ça fait maintenant 10 ans que j'exerce ce métier à plein temps. Avant, j'étais aussi maîtresse d'école en maternelle. Comment débuter une histoire? Y a-t-il une méthode particulière? Je pense qu'il n'y a pas de méthode particulière. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas, en tout cas à mes yeux, c'est de ne pas commencer une histoire si on n'a pas suffisamment de carburant dans son réservoir à idées. Donc je conseille à ceux qui veulent écrire d'être patient et de ne pas commencer avec une seule idée, mais d'en réunir plusieurs et de prendre vraiment le temps de réfléchir longtemps à ce qu'ils veulent raconter avant de commencer. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire? Donc maintenant, ce qui m'inspire, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une phrase que j'entends, ça peut être quelque chose que j'aperçois dehors, ça peut être un jeu de mots. Après avoir terminé le travail d'écriture, quelles sont les prochaines étapes pour que votre livre soit publié? Alors, il faut d'abord, effectivement, après l'écriture, bien relire. Et une fois qu'on est complètement satisfait de son manuscrit, eh bien, il faut trouver un éditeur ou une éditrice. Donc, dans ce cas-là, on l'envoie à des maisons d'édition. Ensuite, l'éditeur doit nous faire un retour. Et donc, on peut refaire encore un travail de correction derrière. Puis ensuite, il y a tout le côté graphique. Donc là, c'est la maison d'édition qui s'en occupe avec un graphiste qui met en page le livre. Et l'imprimeur, lui, c'est celui qui va fabriquer le livre, qui va fabriquer des milliers d'exemplaires
ministère du Livre. Et tous ces exemplaires vont être distribués ensuite dans des librairies. Quels seront vos projets à venir? Alors la dernière chose que j'ai écrite là, c'était 12 petites histoires, qu'elles soient enregistrées sous format audio pour une entreprise qui s'appelle Luni, qui a commercialisé une boîte à histoires. Je pense que ça s'appellera Les Animaux du Pharaon, disponible avant l'été. Merci beaucoup à Anne-Gaëlle Balp pour cette interview. Merci à vous. Nous allons continuer par l'interview de Marie-Aude Muraille qui est accompagnée de sa fille, Constance Robert Muraille, avec nos journalistes Adal et Solena. Bonjour Madame Muraille. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau de radio 6 School. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Alors on a commencé, je m'appelle Marie-Aude Muraille, je suis écrivain pour la jeunesse, j'arrive de France, je suis chez vous depuis une semaine avec ma fille Constance qui m'a servi d'interprète en anglais parce que j'étais au salon du livre asiatique de livres pour la jeunesse. J'ai écrit plus d'une centaine de livres pour un peu tous les âges et un peu dans tous les registres. Comment êtes-vous devenue écrivaine? Je suis d'une famille où tout le monde en fait écrit. À l'âge de 12 ans, rêviez-vous déjà devenir écrivain? Alors, je faisais semblant d'être un écrivain. J'avais inventé un magazine pour ma petite sœur. Donc c'était, je marquais que c'était destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Donc j'avais ma cible marketing. C'était un peu l'ancêtre du journal de Mickey, si tu veux. Voilà. Sauf que c'était écrit entièrement à la main. Mais il y avait du polar, du conte animalier. J'avais prévu tout ce qui plaît aux enfants. Pourquoi avez-vous voulu parler des thèmes comme la maladie ou l'homosexualité? Alors, est-ce que j'ai voulu? Tu sais, il y a un poète qui disait « Je croyais choisir et j'étais choisie ». Donc, parfois, c'est les sujets qui me choisissent. Donc, pour parler d'un des sujets, puisque tu l'as abordé très franchement, l'homosexualité, c'était dans les années, un petit peu avant l'an 2000, et je me suis dit qu'effectivement, il n'y avait pas de héros homosexuels en littérature jeunesse, ou très peu, et ceux qui étaient, ils devaient être malades. Il fallait qu'ils meurent. Comme si c'était une excuse à être homosexuel, il fallait qu'il ait le sida. Et je n'avais pas envie de ça. Je voulais quelqu'un qui se porte très bien. Et puis je vivais dans un quartier gay à Paris. Et donc ma grande victoire, c'est quand un lecteur de garçons, notamment, de 12-13 ans, vient me dire « Ah, j'aimerais bien que Bart, ça soit mon grand frère. » Vous êtes-vous inspiré de choses qui vous sont arrivées dans la vraie vie, dans vos livres? Oui, très souvent. Mais c'est caché à l'intérieur. J'appelle ça mes petits marque-pages. Alors toi, tu ne le sais pas. Moi, je le sais. Et je pense que tout écrivain qui veut toucher le cœur de son lecteur, il doit donner quelque chose de sa propre vie. J'ai une question pour votre fille. Je ne sais pas comment je dois vous appeler. Eh bien, elle s'appelle Constance et elle peut répondre. Bonjour. Je peux vous appeler Constance? Bien sûr. Eh bien, vous êtes écrivaine entre guillemets, à part entière ou pas? Moi, je suis pas écrivaine depuis très longtemps puisque j'ai écrit un livre en tout et pour tout avec ma mère qui s'appelle Sauveur et Fils saison 7. Donc elle a écrit les 6 premiers tomes toute seule et elle m'a demandé de l'aide pour écrire le dernier ensemble. Elle m'a demandé de l'aide, mais en même temps, elle m'a apporté de l'aide puisqu'elle m'a un peu appris à écrire à travers ce livre. C'est difficile pour moi de me penser écrivaine à part entière pour l'instant parce que j'ai un peu fait de la fanfiction de Marie-Aude Muraille. J'ai écrit dans un univers où elle avait déjà créé un certain nombre de personnages et donc il fallait que je me réapproprie ces personnages et que voilà, je les incarne à ma manière. Merci beaucoup à Marie-Aude Muraille et à sa fille Constance pour cette superbe interview. Merci à Adal et Solena. Maintenant, nous allons passer à la rubrique mystère de l'histoire avec une étrange disparition d'une écrivaine. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une mystérieuse écrivaine, Masha Mehran. Elle est née en Iran en 1977. Ses parents choisissent de l'appeler Masha Mehran, qui signifie en vieux persan « semblable à la lune ». Son enfance est chamboulée par le déménagement entre l'Iran, l'Argentine, l'Australie, les États-Unis et le divorce de ses parents. Une nuit, Masha se dit qu'elle doit être écrivaine ou rien. Elle consacre alors 2 ans de sa vie à un long livre, mais réalise une fois terminé que l'histoire ne prend pas. Elle écrit aussi 2 livres comme Pomegranate en 2005, qui a remporté un prix, Rosewater and Soda Bread en 2008 et The Margaret Thatcher School of Beauty en 2013. Quelque temps après, elle se sépare de son mari. Alors, Masha décide de retourner en Irlande. De temps en temps, les voisins l'invitent chez eux, mais elle refuse. On aurait dit qu'elle aimait être toute seule. Lorsque Teresa Walsh, l'agent immobilier, pénètre dans la nouvelle maison de Masha Mehran le 30 avril 2014, elle découvre un intérieur jonché de papier gras, de bouteilles en plastique vides et d'emballages de chocolat. Des moisissures couvrent des poêles pleines d'urine entreposées dans chaque pièce. Berk.
À côté d'elle, une pièce d'1 € et un billet de 5 $. Ni alcool, ni médicaments, ni drogue. Son corps était dans un état de décomposition trop avancé pour connaître la cause de sa mort avec certitude. Triste fin pour cette autrice reconnue internationalement. Merci Alix pour cette histoire effrayante et dégoûtante à la fois. Louis et Pierre ont préparé la rubrique culture, mais Pierre nous a déjà quittés pour rejoindre la France. Alors Louis, c'est à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la BD Alix et la Reine des Amazones au lieu de Pierre. Réalisée par Chris Millian, c'est Jacques Martin qui a créé la série. Chris Millian a ajouté une bande dessinée à la collection de Jacques Martin. Alix, un jeune gallo-romain, remporte une course de chars devant la Reine des Amazones, Delia, qui a l'habitude de remporter toutes les courses, mais en même temps, des jeunes filles se font kidnapper et la Reine des Amazones est menacée. Alix enquête et délivre les jeunes filles. C'est une série d'aventures palpitantes que j'adore, que tout le monde adore. Il y a du suspense et de l'action. Je vous le recommande. Ensuite, je vais vous parler d'un bon livre qui s'appelle Les élus de Swarga. C'est une aventure en 3 volumes écrite par Bojan Vukic. Dans un univers fantasy préhistorique, le Gozlin Kratak, le personnage principal, semble avoir été choisi comme prophète par le créateur du monde, peut-être le nôtre, pour rassembler des héros issus de différentes tribus préhistoriques, afin de les mener vers leur destin et prévenir la fin du monde. Il a récemment participé aux séries de nains ou orques gobelins chez Soleil. Il doit apprendre le pouvoir du créateur pour faire face aux nombreux dangers dans ce monde. Et la fin du monde approche. Arriveront-ils à survivre? Vous ne le saurez qu'en le lisant. Enfin, je vais vous présenter l'album La Reine sans Royaume, écrit par Holly Black. Comme le titre l'indique, c'est une reine sans royaume. Le pouvoir est plus facile à conquérir qu'à conserver. Après être devenue reine de Terrafé, Jude a été exilée dans le monde des mortels par le puissant roi Cardan. La reine sans royaume attend sa mort, quand sa sœur vient lui demander de l'aide. Jude saisit la chance de regagner Terrafé, le pays où elle a vécu, même si elle doit tuer Cardan, qu'elle aime malgré sa trahison. Elle découvre que le trône est menacé et elle se retrouve au cœur d'une guerre pour le pouvoir. Alliée, ennemie, elle devra choisir entre son ambition et son humanité. Que choisira-t-elle? À vous de le découvrir, peut-être ou peut-être pas. Merci Louis, cela nous donne très envie de lire ces livres. Nous allons maintenant passer à la rubrique sport avec Margot. Je vais commencer par la définition du sport. Désolée pour tous ceux qui n'aiment pas les définitions. Sport non masculin, activité individuelle ou de groupe pratiquée pour l'exercice ou le plaisir, impliquant souvent le test des capacités physiques et prenant la forme d'un jeu de compétition comme le football ou le basket. Effectivement, ceci est la définition du sport, ce qui nous amène à la question: le sport peut-il être cérébral? D'après cette définition, vous allez vous dire non, bien sûr que non. Quel idiot qui a cru bon de nous dire ça? Mais là, j'interviens pour vous dire que même si la plupart des pays européens ont accepté les échecs comme un sport, tout le monde ne pense pas ça. Il y a aussi la lecture qui fait travailler l'esprit ainsi que d'autres activités. Pour en savoir plus sur le sport non physique, nous avons rencontré Jean-Louis Kirali, joueur amateur d'échecs. Il nous a parlé des échecs reconnus en tant que sport en France depuis les débuts des années 2000. Ce n'est pas vraiment physique, alors pourquoi les échecs sont-ils considérés comme un sport? D'après cet amateur de jeu, tout dépend comment on emploie l'expression de sport. C'est un sport assez difficile, compétitif et mental, qui peut se rapprocher de ce qu'on peut faire en sport, mais mentalement. Ça ne convient pas vraiment à la définition du sport dans le dictionnaire. Jean-Louis Kirali ne pense pas que les meilleurs joueurs d'échecs ont un QI élevé. Mais pour arriver à un niveau de jeu élevé, il faut s'entraîner comme dans un sport. Par exemple, si tu mets une personne de 145 de QI qui a joué 10 fois dans sa vie contre une personne qui est très entraînée
Et c'est comme ça dans tous les sports, la personne entraînée va facilement l'emporter. Par ailleurs, les échecs peuvent être considérés comme un sport d'équipe. Il y a des compétitions par équipe. Ça reste majoritairement un sport 1 contre 1. Mais on accumule des points pour son équipe et on joue pour son équipe. Après, il y a des variantes qui permettent de jouer à 3 ou 4. Mais il faut un matériel spécifique. Il y a forcément des qualités qui vont vous donner des avantages, comme tous les jeux de stratégie. La première serait la patience, la progression lente, la mémoire. On n'est pas tous égaux, mais disons que chacun peut être bon aux échecs, même si certaines qualités vous aident à gagner. Vous ne pouvez plus dire que vous n'aimez pas le sport si vous n'avez pas essayé les échecs. Merci beaucoup Margot. Nous allons maintenant enchaîner par la rubrique découverte avec Adèle et l'intelligence artificielle. L'IA ou intelligence artificielle est-elle capable d'écrire un livre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'après un article de Numérama, un journal datant de 2019, non. Je vous explique l'histoire. Un jour, une personne reçoit un PDF d'une écrivaine nommée Julia Joy Raphael. Sauf que Julia Joy Raphael n'existe pas. En fait, il s'agit d'une intelligence artificielle. Bref, cette personne lit le livre, qui s'appelle d'ailleurs Dinner Depression, mais dès la première page, ça ne va pas. Déjà, le livre commence par le chapitre 13, car Julia s'est trompée dans les chiffres romains. En plus, les phrases sont déconcertantes, la première étant, si on la traduit littéralement en français, que ma femme était en face, et au moment où je l'ai fait, le cylindre gelé est tombé, mais profondément de la même intensité, j'ai vu que cela avait généré un léger moteur dans la grosse brûlure. Vous l'avez compris, c'est assez étrange. Ensuite, Julia parle de chats, d'un tunnel, de feux d'artifice et de martiens, ce qui n'améliore pas du tout la compréhension du livre dont l'histoire reste un mystère pour nombreux d'entre nous. Malgré tout, la mise en page est parfaite, il y a des paragraphes, des chapitres, une table des matières, des majuscules et beaucoup de ponctuation. Il faut avouer que l'IA de Michael Thibault Luz et de Andreas Revsgaard, les créateurs de ce projet, sont quand même partis sur de bonnes bases. Je vais continuer sur un autre point. Quels avantages et désavantages quand une IA écrit un livre? Nous allons finir par une note positive, puisque j'aime l'optimiste, mais commencer sur des désavantages. Tout d'abord, l'intelligence artificielle peut, comme nous l'avons vu, ne pas toujours présenter un sujet correctement. Deuxièmement, et selon moi, les auteurs ont tous ce petit quelque chose qui rend leur livre intéressant, ce petit quelque chose étant un style d'écriture. Dernièrement, le manque de créativité ainsi que le fait que l'IA ne s'améliore jamais par elle-même peut rendre le livre un peu fade. Mais les avantages tels que la réduction des erreurs, le travail journalier ou encore le fait qu'une IA peut écrire en permanence contribuent à redonner son crédit aux IA. Merci Adèle pour ce mystérieux chat GPT. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette dernière émission de Radio 6 School vous aura plu. En tout cas, Alix, Louis, Adèle, Solena, Margot et Nilam vous remercient de nous avoir écoutés. Lâchez-vous et mettez un like. Et abonnez-vous. Vous pouvez nous écouter pendant les vacances sur la chaîne YouTube de l'IFS. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Adios amigos. Au revoir. 6 School, la radio qui chamboule.